Il est 13h. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, son Excellence Thierry Méliès de Koné, a reçu en audience l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Deniz Erdogan Barim. Les questions de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie ont été abordées au cours de cette audience. Les détails à suivre dans un instant. 6 régions sanitaires de Côte d'Ivoire ont reçu du matériel de collecte et de transport de déchets sanitaires de la part de l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale. C'est donc réceptionné par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Damba. On en parle dans cette édition. Et puis, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été évacué après qu'une explosion suivie d'un dégagement de fumée a retenti alors qu'il prononçait un discours dans le département de Wakayama, dans l'ouest du pays. Une personne a été interpellée sur les lieux. L'enquête de police suit son cours. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Le vice-président de la République, son Excellence Thierry Méliès de Koné, a reçu au palais présidentiel en audience l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Deniz Erdogan Barim. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie figurait au cœur des échanges. La Turquie remercie la Côte d'Ivoire pour le soutien que le pays lui a témoigné dès l'annonce, souvenez-vous, de ce puissant tremblement de terre qui a secoué le pays et causé des milliers de pertes en vie humaine. Jérôme Kofi Abola. La Turquie et la Côte d'Ivoire sur la même longueur d'onde pour parler de leurs relations axées sur une coopération plus renforcée et exemplaire. C'est en tout cas l'essentiel à retenir de la visite effectuée par l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire ce vendredi au palais présidentiel. Comme hôte de la diplomate turque à cette occasion, le vice-président de la République Thierry Méliès de Koné qui l'a reçu pour ce temps d'échange. On a échangé sur les sujets de coopération réciproque entre les deux pays et dans différents secteurs. On a souligné nos relations qui sont très bon niveau d'amitié. Et je remercie encore une fois à propos d'aide, de soutien de Côte d'Ivoire après le séisme qui est survenu dans mon pays. Et nous avons échangé aussi sur des questions économiques, culturelles, l'année de la jeunesse. Dans les différents secteurs, on a exprimé la volonté d'accroître nos relations. J'ai souligné l'intérêt accru de la part des entreprises turques qui viennent en Côte d'Ivoire. Sans être insensible à l'accueil chaleureux dont elle fait l'objet sur le sol ivoirien, l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire indique qu'elle est reconnaissante aux autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, pour leur disponibilité à contribuer à la réussite de sa mission. Et dans le domaine de la santé, 6 régions sanitaires de Côte d'Ivoire ont reçu du matériel de collecte et de transport de déchets sanitaires de la part de l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale. Saluant ce don, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, n'a pas manqué d'indiquer que la gestion des déchets médicaux reste un sujet préoccupant pour son département ministériel. Frédéric Oulaï, Jean-Marc Djadji. Du matériel de collecte et de transport de déchets sanitaires remis à 6 districts. Cette première phase de remise de ces équipements est une initiative de l'unité de coordination des projets de la Banque mondiale. Elle prend en compte les centres hospitaliers régionaux d'Abobo, de Bingéville, d'Aboville, ainsi que les hôpitaux généraux d'Adjamé, de Dabou et l'hôpital méthodiste et CHR d'Aboissou. La Banque mondiale et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dans le cadre du financement additionnel de Covid, se sont engagés à apporter une assistance au ministère pour le renforcement du système des déchets sanitaires. Ainsi, ce matériel de tri de collecte acquis dans le cadre de ce financement est destiné aux établissements sanitaires dans l'optique d'améliorer le tri et réduire considérablement les fractions à risque. Dans mon hôpital, l'hygiène fait partie de nos priorités. Aujourd'hui, venir m'appuyer avec du matériel d'hygiène par les partenaires techniques, je ne peux que leur dire merci. La gestion des déchets médicaux en milieu hospitalier constitue un sujet préoccupant pour son département ministériel.
a souligné le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Chers collaborateurs, mesdames et messieurs, je voudrais vous exhorter à une utilisation efficiente de ce matériel et à poursuivre la sensibilisation de vos collaborateurs aux bonnes pratiques d'hygiène pour contribuer à une meilleure santé tant pour le personnel soignant que pour les malades. Ce matériel de tri et de collecte s'inscrit dans le cadre du deuxième financement additionnel au projet d'appui à la riposte nationale contre la Covid-19. Ce matériel est composé de 228 poubelles à pédales de 30 litres, de 23 poubelles à roulettes de 240 litres, de 2412 boîtes de sécurité en carton de 5 litres, de 55 080 sacs poubelles de 50 litres, de 3 772 sacs poubelles de 330 litres et de 34 chariots de 770 litres. La nouvelle cartographie des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire a été présentée par l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. Cette cartographie permettra au pouvoir public d'identifier les structures mutualistes, de contrôler leurs actions, de sorte que celles-ci respectent leurs engagements vis-à-vis de leurs adhérents. Godefroy Okambawa. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a opté sur le plan sanitaire pour une gratuité ciblée. Plus récemment, la couverture maladie universelle CMU, un mécanisme d'assurance maladie obligatoire, ce qui suscite l'éclosion de plusieurs mutuelles. La présentation de la cartographie des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire permettra désormais à l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale de se doter d'une base de données fiable en les identifiant et contribuer à un accès de protection sociale aux populations. Nous allons avoir justement une base de données scientifiques pour conduire toutes nos opérations en matière de politique sur la mutualité sociale. Et nous connaîtrons le poids réel de la mutualité dans l'économie ivoirienne. Suite aux recommandations de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est l'un des 3 pays ayant mis en exécution la recommandation du règlement communautaire relative à l'institution d'une autorité de régulation de la mutualité. Pour la tutelle, la régulation de ce secteur constitue un défi pour l'accès à une couverture de santé pour tous. Les mutuelles de santé constituent, à n'en point douter, une alternative de premier choix pour garantir l'accès équitable à la couverture sanitaire des populations, particulièrement les plus défavorisées. Nous devons nous réjouir de disposer d'un référentiel de connaissances sur le poids de la mutualité sociale. Aussi, nous pourrons proposer et réaliser des projets et programmes pour orienter notre système de mutualité vers des horizons meilleurs, particulièrement dans l'accélération de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. L'élaboration de cette cartographie a été conduite par le programme d'appui aux stratégies sociales PASS. Sur 54 mutuelles agréées, 47 ont fait l'objet de cette étude. Et direction à présent l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody où 100 étudiants handicapés de la vue ont reçu du matériel didactique et du matériel de locomotion, des dons de l'ONG citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, des femmes et des minorités. Témoin de cette cérémonie qui s'est tenue donc à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, Massati Ouattara et Jean-Marc Djadji. Ce sont 100 étudiants handicapés visuels qui reçoivent du matériel didactique, 100 cannes de locomotion, 100 tablettes et 60 dictaphones. Des dons estimés à 8 millions de francs CFA qui vont faciliter leur insertion professionnelle. Cette action citoyenne est de l'ONG CPDFM. Le matériel de non-voyants est devenu tellement cher. Une ONG qui nous donne ça en quantité, franchement, c'est une joie. Et ça nous ôte une épine même carrément du pied. Cette première donation de cette ONG vise à contribuer au respect des droits humains, en particulier celui des droits des jeunes filles, des femmes victimes de violences basées sur le genre et notamment des personnes en situation de handicap. Nous sommes venus pour apporter de l'aide à nos jeunes étudiants et étudiantes en situation de handicap visuel. L'ONG a pensé à eux pour les aider dans leur tissu scolaire. Créée en 2019, l'ONG citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, hormis ses actions en faveur des handicapés visuels, a en effet permis la réalisation de la première enquête d'opinion en Côte d'Ivoire des populations abidjanaises sur les violences conjugales. Un sondage
qui a révélé un taux de 70% des femmes victimes de violences conjugales. Et dans le cadre de la 3e édition des Journées portes ouvertes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les agents de ce ministère sont allés à la rencontre des populations de Jacquesville pour mieux les informer sur les procédures, le fonctionnement et les réformes initiées en matière de construction, d'habitat et d'urbanisme. Il s'agit notamment des questions liées au permis de construire, au contrat de bail ou encore aux arrêtés de construction définitifs. Jean-Luc Bambou. C'est Jacquesville qui a été choisi pour le lancement de la 3e édition des Journées portes ouvertes et de la caravane de sensibilisation du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Sensibilisation sur les nouvelles réformes, mais surtout sur les procédures d'obtention et de délivrance d'actes administratifs. Les populations ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut les stands dressés à cet effet. Il y a un lotissement qui se déroule dans mon village. C'est maintenant qu'on apprend. Donc on n'a pas une bonne compréhension des plans de lotissement. Donc je viens auprès des personnes qui ont la compétence pour avoir vraiment toutes les réponses aux questions que je me pose. Rapprocher les populations de ces services, mais surtout réduire les litiges fonciers et maîtriser l'urbanisation. Telles sont les motivations du ministère qui a choisi, à juste titre, la ville de Jacquesville en proie à une urbanisation galopante. Autrefois, personne ne s'intéressait à Jacquesville. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à Jacquesville. Qui pour avoir quelques parcelles de terrain, qui pour exploiter les potentialités touristiques de Jacquesville. Donc aujourd'hui, Jacquesville est devenu pour nous un enjeu capital au niveau du ministère de la Construction. Nous sommes l'objet de beaucoup de récriminations, et à tort ou à raison. Et donc c'était l'occasion pour nous d'expliquer un peu les procédures que nous avons. Ces journées portes ouvertes viennent également en écho à la vision du gouvernement qui est d'offrir aux populations un service de qualité. La mise en œuvre de cette vision nécessite un engagement résolu, non seulement de l'ensemble de mes collaborateurs, mais également de toutes les entités ici présentes, en vue de faire face à une démographie galopante, à une offre de ressources foncières qui se raréfie et à des attentes de plus en plus fortes des usagers du service public. Baptisée Opération Tiroir Vide, cette caravane s'achèvera le 6 mai prochain après avoir sillonné les localités de Jacquesville, Songon, Dabou, Yopougon, Anyama et Abobo. Reportage de Jean-Louis Bambo. Pendant 3 jours, plus de 40 hauts représentants des coordinations nationales de lutte contre le blanchiment d'argent ont vu leur capacité renforcée. L'initiative est conduite par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances a ouvert ses sessions de formation ici à Abidjan, dans la commune du Plateau. Walter Amadou Ouattara. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme exige des pays qu'ils se dotent de politiques nationales appropriées. Ces politiques doivent prendre en compte toutes les catégories de risques. C'est à juste titre que le GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, renforce les capacités d'une quarantaine de ses hauts représentants issus des coordinations nationales des États membres. Pour le directeur général du groupe, il faut impérativement démultiplier les bonnes pratiques. Cette rencontre est d'une importance capitale. En ce faisant, le GIABA cherche à protéger les économies de nos États membres. Comme vous le savez, le terrorisme est une réalité dans notre région. Le GIABA qui lutte contre le financement du terrorisme va travailler avec le comité interministériel pendant les 3 jours à venir afin de renforcer leurs capacités et qu'ils puissent travailler avec les autorités compétentes, à savoir la CENTIF, le ministère de la Justice, des Finances et de la Sécurité. Ouvrant officiellement les sessions de formation, au nom d'Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, le directeur de cabinet s'est réjoui de la tenue de cette activité en terre ivoirienne. Chers participants, tirez profit de l'expertise des formateurs afin que les résultats soient atteints. C'est à ce prix que nous mettrons en place des mécanismes efficaces qui permettront à nos États de s'organiser pour lutter de concert contre la criminalité transnationale organisée. Des échanges et des partages d'expériences vont meubler ces 3 jours de formation qui se déroulent à Abidjan, dans la commune du Plateau.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le mardi 18 avril 2023, le lendemain de la nuit du destin. Laylatul Qadr est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Adama Diawara s'est rendu dans la région du Tchologo, dans la sous-préfecture de Diawala et dans la ville de Wangolo pour une opération de dons en vivres et en équipement bureautique. Son action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2025 intitulé « Pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Khalid Diomandé, Mamadou Kouassi. Diawala, sous-préfecture située dans la région du Tchologo, à plus de 600 km d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, natif de la localité, vient matérialiser ici une vision chère au président de la République, Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Pour ce retour à sa terre d'origine, Adama Diawara met les petits plats dans les grands. Il offre une cargaison de vivres et 3 150 000 francs CFA en vue de satisfaire aux besoins des couches vulnérables de Diawala. Vraiment, je suis très ravie du geste du ministre. Le fait de quitter plus de 800 km, venir vers nous à Diawala, vraiment c'est déjà un grand pas. Après Diawala, le ministre Adama Diawara poursuit ses actions de solidarité à Wangolo. 12 ordinateurs, 12 imprimantes multifonctions et autres équipements bureautiques sont remis au conseil régional, aux préfectures, sous-préfectures et à la mairie de Wangolo. Les dons que nous avons reçus, je pense que c'est toute la population qui va bénéficier. Donner un ordinateur à un conseil municipal, à la mairie de Wangolo-Dougou, vous voyez, c'est les extraits de naissance de tout le monde que nous allons faire avec ces ordinateurs. Nos besoins, bien entendu, sont toujours énormes. Et cette contribution de monsieur le ministre à notre endroit, vraiment, soulage énormément nos besoins. De sorte qu'avec ce matériel, la préfecture sera davantage opérationnelle à divers niveaux. Voir ces populations soulagées procure une double satisfaction au ministre Adama Diawara. Satisfaction d'avoir déployé le programme social du gouvernement dans ces localités reculées du pays et surtout d'avoir apporté son soutien à sa communauté. C'est notre contribution à notre niveau pour aider le chef de l'État à faire en sorte que la Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité sur le terrain. Le président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, s'est également associé à cet élan de solidarité. Par l'entremise du ministre Adama Diawara, il a offert une importante quantité de denrées alimentaires aux populations. L'action de solidarité d'Éric Tabat, chef protocole du président de la République, continue de faire des heureux au sein de la commune de Cocody. Récemment, il a donc fait don. Le donateur Éric Tabat a fait don de vivres à 200 femmes musulmanes en guise de soutien en ce mois de Ramadan. C'était à la Riviera Faya, en présence du chef protocole, bien sûr, du président de la République, Éric Tabat. Est Touré, Jean-Marc Djadji. Des vivres composés de sucre, d'huile et de riz au bénéfice des femmes musulmanes de Cocody. Un acte de partage, de solidarité et de générosité initié par le mouvement Debout pour Éric Tabat pour soutenir les musulmans en ce mois béni de Ramadan. Nous sommes là dans le but d'accompagner son Excellence Éric Tabat en posant plusieurs actions. Le mouvement de soutien proche du chef protocole du président de la République a remis au total 200 kits distribués. Nous sommes vraiment très heureuses parce que nous venons de recevoir des présents. Un geste de haute portée islamique, salué à sa juste valeur par le parrain de la cérémonie. C'est une manifestation, je dirais, islamique, spirituelle, parce que son Excellence Éric Tabat a bien voulu s'associer aux musulmans en leur donnant des vivres pour la rupture du carême, ce qui est recommandé dans la religion islamique. Car on dit, celui qui donne à manger au jeûneur a le même mérite que ce dernier. Et donc, ayant compris cela, il a organisé cette cérémonie pour faire plaisir à ses parents musulmans. Le mouvement de soutien Debout pour Éric Tabat entend promouvoir les actions du proche collaborateur du président de la République, Éric Tabat, au sein de la commune de Cocody.
Le week-end dernier, à cet instant, Madame, Monsieur, l'heure était à la préparation, à la célébration de la Pâque chrétienne ou encore de la Paquinou. Pour faire allusion à la célébration de cette fête en pays baoulé, les populations de la sous-préfecture d'Abigui, dans le département de Dimbokro, ont célébré avec faste l'événement. La célébration présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Charles Tatou nous en parle. Chef-lieu de sous-préfecture, Abigui est une des circonscriptions administratives du département de Dimbokro, région d'Unzi. La localité n'est pas à marge de la célébration de Paquinou, cette fête de réjouissance populaire et de retrouvailles des filles et fils des villages du centre de la Côte d'Ivoire, retournés au bercail pour faire la promotion de la culture du peuple baoulé, mais surtout parler de développement. Ici, c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui est sollicité pour présider les cérémonies marquant la célébration. Kobena Kwasi Adjoumani, accompagné du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, accueilli dans une liesse populaire. Occasion donc pour le président de la Mutuelle de développement de présenter les potentialités agricoles de la localité, non sans faire des doléances. L'extension du réseau électrique dans certains villages, notamment au chef-lieu de sous-préfecture, le renforcement de l'accès à l'eau potable et la construction d'autres barrages sur l'axe sud de notre sous-préfecture afin de maîtriser les cycles de production qui sont malheureusement menacés par les changements climatiques. Le ministre d'État, Kwasi Adjoumani, félicite et encourage les populations d'Abigui. Quand on parle de Paquinou, les gens voient la fête. Mais moi, je suis venu ici, non seulement je vois la fête, mais je vois que c'est un cadre de réflexion où il est question de parler de développement, où il est question de parler de cohésion, où il est question de voir les frères et sœurs qui ne se sont pas vus pendant longtemps se retrouver pour parler le même langage. Et je voudrais vous féliciter, vous, nos parents d'ici. Avant de regagner sa base, Kobena Kwasi Adjoumani pose la première pierre du futur foyer de jeunes du village. À Totokro, dans la sous-préfecture de Tiébissou, dans la veine de la célébration de Paquinou, les populations de ce village ont rendu hommage à leur chef pour ses actions de développement. Une cérémonie placée sous le haut parrainage du président du Sénat, Oussoukou Diojano, et du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba. Les populations ont été exhortées à la cohésion et à la paix. Léon Brou. Totokro, département de Tiébissou, rue bien dressée, villa à tout coin, électricité, eau potable, école avec logement de maître, bref, tout d'un village moderne et cerise sur le gâteau, ce dispensaire construit, équipé et ouvert en 2021 par le conseil régional du Bélier. L'instigateur de cette modernisation, le voici, Nana Assaoufoué, chef du village depuis 1995, à la tête des récipiendaires du prix de l'acteur de développement. Il a été député. Il a abandonné cette fonction pour se consacrer uniquement à la population de Totokro. Grâce au management de ce monsieur, nous avons une électricité, nous avons un dispensaire. Avec la mutuelle pour célébrer l'essor de Totokro, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, fait don d'une ambulance et annonce par son représentant la réhabilitation et l'extension pour migrer vers un centre de santé intégré digne d'accueillir les 15 000 âmes des 6 localités bénéficiaires de ce dispensaire. C'est environ 200 nouvelles consultations tous les mois. En termes de consultations prénatales, 17 consultations par mois sont réalisées ici. Le taux de couverture vaccinale part de 62 à 82%. Au parrain de Paquinou 2023 à Totokro, Jano Oussoukou, le président du Sénat les réfère via son représentant à cet appui du gouvernement pour exhorter les populations au maintien de la paix. Lorsqu'il y a un chef et que le chef donne ses directives, ses orientations et que la population suit, le président Oussou Moussa de vous dire c'est une bonne chose. Continuez surtout à observer ce respect à vos chefs et puis à écouter la mutuelle. Et sera capté pour Totokro la part du développement impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara.
De la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle à l'épreuve des défis du développement en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que le syndicat national des professionnels d'orientation de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la première édition de la journée du praticien de l'orientation dans la commune de Cocody. Les détails avec Franck Quadio. Promouvoir les praticiens et faire connaître le rôle du professionnel de l'orientation, c'est l'objectif de la première édition de la journée du praticien de l'orientation. Cette journée dont le thème s'articule autour de la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle à l'épreuve des défis du développement en Côte d'Ivoire. La journée se veut une opportunité pour faire le décryptage sur la problématique de l'orientation. Nous avons organisé cette journée pour mettre en lumière la pratique de l'orientation scolaire professionnelle et mettre un point d'honneur sur la place stratégique de cette pratique dans l'avènement d'une école d'excellence. Cet événement qui réunit sur un même espace tous les spécialistes et partenaires de l'orientation est meublé d'un panel et d'une table ronde. Et ce, afin de proposer des stratégies d'amélioration de la politique de l'orientation scolaire et professionnelle en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette journée, nous avons voulu être aux côtés du syndicat pour donner aussi la vision de la direction de l'orientation et des bourses par rapport aux réflexions qui seront menées. Les inspecteurs d'orientation ou les praticiens de l'orientation ont bien voulu initier cette journée pour réfléchir et faire des propositions au gouvernement de Côte d'Ivoire à l'effet de prendre les bonnes décisions pour mieux orienter nos élèves. Le conseiller d'orientation est un spécialiste en conseil individuel en orientation avec un rôle déterminant dans les choix professionnels. On parle à présent de ce projet, un projet dénommé V-Toolbox 2, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, qui vient lui aussi d'être lancé. Il se donne pour objectif de contribuer au développement du capital humain et à la promotion de l'emploi décent dans des secteurs économiques porteurs en Côte d'Ivoire. C'était dans la commune de Cocody. À plus de précision avec Massati Ouattara et Jean-Marc Djadji. Le projet V-Toolbox 2 est effectif en Côte d'Ivoire. Lancé par l'Union européenne et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il permettra de favoriser les bonnes pratiques entre les acteurs de la formation professionnelle et encourager le dialogue public-privé sur les compétences tournées sur l'emploi et la formation professionnelle. Ce projet de formation aura une durée de 24 mois, cofinancé par la BMZ à valeur de 1 million d'euros, soit environ 655 millions de francs CFA. V-Toolbox 2 donc, se concentre désormais sur la satisfaction de la demande en compétences du marché pour répondre efficacement aux besoins d'investissement dans 11 pays, comme nous avons vu. C'est donc dans ce cadre que la Côte d'Ivoire va bénéficier de ce projet et qui va être mis en œuvre par Expertise France jusqu'en août 2024. Le ministère de tutelle a lancé 2 programmes majeurs pour soutenir et contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. L'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Il s'agit de traduire en actions concrètes notre volonté de positionner l'enseignement technique comme un levier incontournable du progrès économique de la Côte d'Ivoire pour satisfaire efficacement les besoins de formation des populations et répondre à la demande des entreprises en ressources humaines de qualité. V-Toolbox 2 en Côte d'Ivoire a démarré officiellement le 14 novembre 2022 avec la prise de fonction du chef de projet. Expertise France est chargée de mettre en œuvre ce programme en République du Congo et en Côte d'Ivoire. Les chefs de projet dédiés ont déjà été recrutés. Dans l'actualité internationale au Tchad, le référendum constitutionnel pourrait avoir lieu le 19 novembre prochain si tout se passe bien, sauf changement donc de situation. Une information obtenue par nos confrères de l'AFP auprès de la CONOREC, la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Le chronogramme est très serré au vu des tâches qui sont donc prévues d'ici à cette date et les fonds nécessaires pour l'organisation de ce scrutin ne sont pas encore disponibles selon les documents parvenus à l'AFP. Et il sachez également que le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été évacué après qu'une explosion suivie d'une fumée a retenti alors qu'il prononçait un discours dans le département de Wakayama, dans l'ouest du pays. Une personne a été interpellée sur les lieux, ce qui vient apporter plus d'informations, plus d'éclairage à cette information. Notons que la police enquête pour connaître les détails de cet incident. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.
Merci.